Cette année, 90% d'élèves en âge de passer le baccalauréat en France vont obtenir leur diplôme. Il n'était que 2% au début du XXe siècle, issus exclusivement des classes favorisées et majoritairement des garçons. La démocratisation progressive de l'école portait les promesses d'un système éducatif plus juste et plus égalitaire. Mais l'écart entre les bons élèves et les plus mauvais n'a cessé de croître. Et aujourd'hui, la France est l'un des pays où les inégalités éducatives sont les plus fortes. Quels sont leurs mécanismes de production? Est-il possible d'y remédier? Les chercheurs du CNRS se mobilisent sur cette question. Les inégalités s'observent très tôt, dès la maternelle. Les interactions des enfants en classe les font apparaître comme, par exemple, celles liées au genre ou à l'origine sociale. Je branche mes caméras pour vous filmer. On fait une petite expérience, on filme les enfants. Sébastien Goudot, chercheur au Centre de recherche sur la cognition et l'apprentissage, mesure ces inégalités à l'aide d'un protocole original. En psychologie sociale, en fait, on s'intéresse au pouvoir des situations, des contextes sur les individus. Et lorsqu'on utilise cette démarche à la question des apprentissages, eh bien, on se rend compte qu'il y a des situations, des contextes qui ont le pouvoir en fait, d'influencer le fonctionnement cognitif des élèves et leur performance. Le chercheur installe un dispositif multicaméra autour des élèves, de sorte à les filmer tous, le temps d'une même action ou situation. Qu'est-ce que c'est pour vous un ami? Et qu'est-ce qu'on fait avec un ami? Aujourd'hui, lors du temps de regroupement autour de l'enseignante, le chercheur observe les inégalités langagières. Tu fais des soirées pyjama. Qui prend la parole spontanément ou pas? Qui la prend le plus longtemps? Qui la coupe à l'autre? Qui ne parle pas? Pour chaque enfant, fréquence, durée et type de prise de parole sont mesurés. On peut croiser ça avec l'origine sociale des élèves, qu'on mesure avec la profession des parents, qu'on a recueilli par ailleurs. Et donc ce qu'on observe, c'est que les enfants de milieux favorisés eh bien, ont tendance à davantage couper la parole, à prendre la parole spontanément. Ils sont aussi souvent plus interrogés et lorsqu'ils parlent, eh bien, ils parlent plus longtemps en fait, que leurs camarades de milieu populaire. Il se chamaille tout le temps avec ses copains. Donc... On a fait une autre étude où en fait, on a interrogé les enfants individuellement. Ce qui ressort de ces interviews, c'est que eh bien, les enfants pensent que les élèves qui parlent le plus souvent, qui parlent le plus longtemps, sont des élèves plus intelligents, qui sont plus sages, qui écoutent davantage. Ce sont plutôt des choses qui relèvent des caractéristiques internes de l'élève, plutôt que, bien sûr, des éléments qui relèveraient de choses extérieures à l'élève. Est-ce que vous pouvez me parler de l'histoire du spectacle? De quoi est-ce qu'il s'agissait dans cette histoire? C'est quand même important parce que ça veut dire que finalement les élèves qui arrivent à l'école en n'ayant pas ce bagage culturel, ils peuvent interpréter ça comme finalement eh bien, un manque d'intelligence de leur part. Et c'est important parce qu'on sait que l'image que les élèves ont d'eux-mêmes, leur sentiment eh bien, de compétence, d'intelligence, d'efficacité, eh bien, est très important ensuite lorsqu'ils vont se retrouver dans des situations d'apprentissage. Si je me retrouve en difficulté et que j'ai l'impression que je ne suis pas assez intelligent, eh bien, ça ne va pas produire les mêmes effets que si je pense que cette difficulté est normale et que je peux la surmonter. Une même situation de test peut être vécue très différemment par les élèves selon qu'ils appartiennent à un groupe stigmatisé, c'est-à-dire un groupe qui est la cible d'un stéréotype négatif visant la compétence qui est justement évaluée par le test. Si l'on prend le stéréotype de genre en sciences, que nous dit le stéréotype? Il nous dit que tout ce qui est science et technologie, c'est fait pour les hommes, pas pour les femmes. Donc quand on est une femme et qu'on est face à un test de mathématiques, ou de raisonnement logique, eh bien ce stéréotype va être activé dans la mémoire et générer cette peur de l'échec que nous véhicule la société depuis tellement longtemps. Pour prouver l'influence du stéréotype en sciences chez les filles, Isabelle Régnier a présenté un test comme étant un test de géométrie ou de dessin à deux groupes différents. Les élèves devaient mémoriser puis reproduire une figure en un temps très court.
Lorsqu'il est dit que le test évalue les compétences en géométrie, les filles réussissent moins bien que les garçons, et mieux qu'eux quand il est dit que le test évalue les compétences en dessin. Ce que l'on observe à un test, à une épreuve, à un examen, c'est une performance. Et on en déduit un niveau de compétence. La compétence n'est pas directement observable. On a souvent tendance à penser que bonne performance égale bonne compétence, mauvaise performance égale incompétence. Pas toujours. Une mauvaise performance peut être le signe que l'élève, quel qu'il soit, n'a pas réussi à mobiliser l'ensemble de ses connaissances, de ses stratégies de résolution de problèmes, de ses ressources cognitives pour résoudre la tâche et produire une performance à la hauteur de ses compétences réelles. Ce que nous enseignent les travaux sur les effets des stéréotypes, c'est qu'il peut y avoir des éléments dans la situation qui peuvent être défavorables à l'expression de ces pleines compétences, tout simplement parce qu'on n'a pas pu, du fait de cette situation-là, mobiliser toutes nos ressources cognitives sur la résolution de la tâche. Ce qui se passe typiquement dans l'effet de menace du stéréotype, c'est qu'une partie importante des ressources cognitives, notamment la mémoire de travail, va être allouée à autre chose que la tâche, va être allouée à gérer le stress, à essayer de mettre de côté les pensées interférentes, d'inhiber en fait ces pensées qui vont tourner de façon automatique dans notre cerveau et nous empêcher de nous concentrer. On va être focalisé là-dessus. Quand la tâche est simple, finalement on va arriver à compenser. Mais si la tâche est trop difficile, la conséquence est une contre-performance. Pas nécessairement un échec, mais une contre-performance. L'élève n'est donc pas entièrement responsable ni de ses échecs, ni de ses réussites. Ce qui contredit la croyance en la méritocratie, très ancrée en chacun de nous. Plus on croit en la méritocratie scolaire, et plus on se sent rassuré à titre individuel, mais aussi moins on va être enclin à se dire le système est injuste. C'est en gros, si je pense que la réussite scolaire dépend uniquement du mérite des uns et des autres, ça veut dire que je pense que le système fonctionne finalement relativement bien. La croyance en la méritocratie serait-elle un frein au changement du système éducatif ? Pour vérifier cette hypothèse, Céline Darnon et son équipe ont mené une étude sur plusieurs centaines de parents d'élèves. Après avoir évalué leur niveau de croyance en la méritocratie, les chercheurs leur ont présenté une méthode pédagogique fictive, dite égalisante, qui permet aux élèves défavorisés de rattraper leur niveau sur les élèves issus de milieux sociaux favorisés. Les parents sont ensuite sollicités sur leur adhésion à cette méthode. Globalement, ils trouvent tous la méthode intéressante. Donc si on leur dit est-ce que c'est bien, est-ce que c'est quelque chose qui devrait être promu à l'école, ah oui. Tout le monde dit l'égalité, c'est une chose bien, donc c'est quelque chose d'intéressant. Donc on n'a pas tellement de variations sur cette mesure-là, ce qui en fait montre simplement que l'égalité c'est quelque chose qui est désirable socialement, donc généralement tout le monde sera d'accord pour dire c'est bien si l'école est plus égalitaire. D'ailleurs, c'est des choses qu'on retrouve un peu dans tous les discours, quelle que soit l'orientation politique. Là où on observe des différences, c'est dans le soutien comportemental à cette méthode. C'est-à-dire à quel point ils sont prêts justement à s'engager pour mettre en place cette méthode dans l'école de leurs enfants. Et là, ce qu'on obtient, c'est un lien négatif. C'est-à-dire que plus les parents croient en la méritocratie scolaire, et moins ils soutiennent l'implémentation de la méthode égalisante dans l'école de leurs enfants. Les chercheurs ont ensuite présenté une autre méthode fictive qui permettrait à tous les élèves d'augmenter leur performance tout en maintenant l'écart entre ceux issus des milieux sociaux favorisés et défavorisés. Ce qu'on a observé, c'est que le lien négatif n'existe que pour la méthode égalisante, en fait. C'est-à-dire que si la méthode augmente les performances de tous les élèves tout en maintenant l'écart de performance, là, même les personnes qui croient fortement à la méritocratie n'ont aucun problème avec cette méthode, en fait. Donc c'est bien la promotion de l'égalité qui semble poser problème aux personnes qui croient très fortement à la méritocratie scolaire. Si la recherche permet de qualifier et quantifier les inégalités à l'œuvre au sein du système éducatif, elle propose aussi des pistes pour tenter de les réduire. Le laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant explore ce qui pourrait faciliter les apprentissages fondamentaux pour en quelque sorte apprendre à apprendre. Est-ce que vous vous souvenez de à quoi il sert le cerveau? On avait parlé de quoi? Oui. Vas-y, Abigail. À se repérer. À se repérer dans l'espace, très bien. Est-ce que tu te souviens de quel lobe fait ça? Temporal. Non, c'est pas le temporal. C'est Frontal. celui... Non, c'est pas le frontal. C'est le troisième, on a dit que c'était un mot... Pariétal. Pariétal, super. C'est celui qui est en jaune, les enfants. Tout en haut de notre tête, là, celui qui nous sert à se repérer dans l'espace. On a vu quoi d'autre comme lobe?
Le lobe frontal, il sert à quoi celui-ci? J'arrête pas de vous le répéter. À réfléchir. À réfléchir et à rester concentré. Avec ces enfants de grande section de maternelle, ce qu'on essaye de faire, c'est de leur enseigner très explicitement, à travers 7 à 8 séances, finalement des connaissances métacognitives, des connaissances sur leur cerveau, comment il se développe, en quoi il est impliqué dans leurs apprentissages, le fait que ce cerveau va se transformer au cours des apprentissages. On sait que c'est extrêmement important parce que justement ça va avoir des effets sur leur rapport aux apprentissages. Ils vont considérer que quelles que soient finalement leurs compétences à un moment donné, ils peuvent progresser s'ils engagent du temps et des efforts dans ces apprentissages. Et puis, on va leur enseigner ce qu'on appelle des stratégies métacognitives, c'est-à-dire concrètement comment on planifie des stratégies avant de rentrer dans une activité. On peut penser par exemple à un puzzle. Quand on est face à un puzzle, il y a des stratégies qui fonctionnent mieux que d'autres. Commencer par les coins, puis ensuite faire les bords du puzzle avant de s'engager dans le centre du puzzle. Et puis on va aussi finalement leur enseigner à superviser leur stratégie, c'est-à-dire quand il y en a une qui ne fonctionne pas, comment on est flexible et comment on essaie de trouver une autre stratégie qui serait plus efficace. Et puis la dernière chose qu'on essaie de leur enseigner, c'est ce qu'on appelle l'évaluation. Si on veut apprendre de ses erreurs, la première chose qu'on doit réussir à faire, c'est déjà d'évaluer qu'on s'est trompé. Donc on va essayer d'enseigner toutes ces stratégies. Et donc l'idée, c'est de dire qu'en enseignant cela aux grandes sections de maternelle, on a peut-être effectivement là un levier de réduction des inégalités éducatives, puisque ce qu'on avait montré dans la première année de cette étude, c'est que quand vous regardez finalement les inégalités éducatives en grande section de maternelle, dans le domaine des mathématiques et dans le domaine du langage oral, une grande partie de ces inégalités du fait du milieu social d'origine de l'élève s'expliquaient par des inégalités dans le domaine justement des connaissances et des stratégies métacognitives. On reste dans les allées, très bien, on va nourrir dans le petit point noir. Donc dans le projet que nous menons, on va évaluer ces stratégies métacognitives et ces connaissances métacognitives avant intervention, après intervention, et donc en suivant ces élèves en CP et en CE1, on pourra regarder si dans l'acquisition des apprentissages scolaires fondamentaux, en maths et en français, on observe une réduction des inégalités éducatives. Est-ce que tu penses que tu as fait un très bon travail, un bon travail ou un travail moyen avec les jeux? Donc ça, c'est effectivement des données qui vont être ensuite importantes pour les enseignants. Et il va y avoir tout un travail ensuite de médiation scientifique, de pouvoir aller diffuser ces informations vis-à-vis non seulement des enseignants de maternelle, mais aussi ceux de CP et CE1, pour dire, vous voyez, bien sûr qu'on peut faire des maths plus efficacement ou du français plus efficacement, mais si on ne cible pas aussi l'ensemble de ces mécanismes très transversaux qui sont impliqués dans les apprentissages, donc ces mécanismes métacognitifs, on rate finalement un levier de réduction des inégalités éducatives. Un autre levier pourrait-il être le recours aux outils numériques? Le laboratoire de psychologie sociale et cognitive à Clermont-Ferrand a conduit une expérimentation incluant des industriels spécialistes des technologies du numérique, des chercheurs, des enseignants et des cadres de l'éducation nationale. Une donnée de base du système éducatif, c'est que la classe, elle est hétérogène, naturellement. Il ne faut pas chercher nécessairement à écraser cette hétérogénéité. La classe est hétérogène parce que le vivant est hétérogène. La diversité du vivant, c'est la règle d'or du vivant. Et donc, il faut faire avec cette hétérogénéité. Le problème, c'est que l'enseignant ne peut pas, toute la journée et toujours avec la même efficacité, redire les choses avec des mots différents pour maximiser les chances qu'il soit compris ou elle soit compris par l'ensemble de ses élèves. En revanche, avec les technologies numériques, là, on est dans l'inépuisable. C'est-à-dire qu'on peut utiliser les technologies numériques pour présenter, par rapport à un même objet d'apprentissage, présenter l'objet sous des formes extrêmement variables, des plus ludiques aux plus formalisées. Quand on apprend, on fait des erreurs, c'est normal. Et le statut de l'erreur n'est pas le même selon qu'on produit l'erreur en public ou en privé, dans une interface homme-machine ou au tableau devant tous ses camarades de classe. Or, on sait que la visibilité de l'erreur est une des conditions de reproduction de l'échec chez les élèves les plus en difficulté. C'est-à-dire le fait de faire une erreur en public crée les conditions même de sa reproduction, autant T+1, T+2, T+3. Or, l'essai-erreur, c'est vraiment quelque chose de très fondamental dans l'apprentissage. On doit pouvoir essayer, on doit pouvoir se tromper. Faire une erreur, ce n'est pas la marque d'une incompétence, nécessairement. Faire une erreur, c'est
aussi le fait qu'on est engagé dans un processus d'apprentissage. L'outil numérique développé pour cette expérimentation a concerné 8000 élèves, 250 enseignants, 38 collèges, 2 unités du CNRS et 2 entreprises. À présent, il va être proposé dans le cadre de la formation continue des enseignants de la région Auvergne, toujours à titre expérimental, pour les rendre autonomes par rapport à cet outil. Les technologies numériques nous permettent d'imaginer une gestion de l'hétérogénéité sans créer de groupe de niveau, simplement en variant les ressources numériques et en faisant en sorte que l'objet soit présenté de multiples façons et puisse raisonner positivement avec des systèmes cognitifs qui n'ont pas les mêmes bases de connaissances, qui n'ont pas tout à fait les mêmes caractéristiques, et faire en sorte qu'on puisse aider véritablement tous les élèves. Rifki Ahmed Yassina. Autre facteur important des inégalités éducatives, la ségrégation scolaire, qui représente un risque pour la cohésion sociale de notre pays. Conscient de cela, l'État a encouragé en 2015 des expérimentations dans des établissements publics. Parmi elles, l'expérimentation dite Bicollège s'est déroulée entre autres dans le 18e arrondissement de Paris. Il s'agit de réunir dans un même secteur 2 collèges, voisins géographiquement mais très contrastés socialement. Cette expérimentation s'appuie sur des études statistiques menées par des économistes de l'éducation, dont Julien Grenet. C'est une réforme qui a été très difficile à mettre en place. Elle a suscité énormément de protestations localement, avec des manifestations sous les fenêtres de la mairie du 18e, des pétitions, des grèves d'enseignants. Et donc ça s'est fait quand même dans la douleur. La réforme a été annoncée en novembre ou décembre 2016. Très rapidement, la décision a été votée par le Conseil de Paris pour être mise en place à la rentrée suivante. La crainte principale, c'est les élèves très favorisés. Allaient-ils voir leurs résultats baisser? Pas du tout. On ne voit pas de baisse significative. Du point de vue des élèves défavorisés, à court terme, on ne voit pas de gain significatif non plus. C'est-à-dire que c'est en fait pas tellement par ce biais-là que les effets se traduisent en premier. La littérature le suggère d'ailleurs. C'est pas immédiatement par les résultats scolaires. C'est davantage par tout ce qu'on appelle les aspects non cognitifs. La confiance en soi, le fatalisme social, l'ambition scolaire, où là, les choses évoluent davantage. La coopération entre élèves, les réseaux d'amitié. Et ça, pour le coup, on a pu mesurer par nos enquêtes, par exemple, que le fait d'avoir mélangé les élèves faisait que des élèves de milieux favorisés et défavorisés, désormais, étaient amis, parce qu'ils étaient dans les mêmes établissements. Ce n'était pas le cas avant. L'expérimentation Bicollège Berlioz-Coysevox a été pérennisée, mais pas généralisée. Depuis 2015, seulement une vingtaine de collèges sur les 7000 que compte la France ont pu mener des expérimentations en faveur de la mixité sociale. En France, les aspirations des élèves sont très très élevées, y compris comparativement à d'autres pays, puisqu'effectivement il y a eu un effet d'appel avec tout un ensemble de discours en disant 80% d'une classe d'âge au niveau baccalauréat venait dans l'enseignement supérieur, parce qu'on ouvre les portes de l'enseignement supérieur. Et donc on voit que les ambitions des élèves et des familles se sont beaucoup élevées. Les dernières enquêtes nous montrent que 90% des parents des milieux populaires, y compris des parents d'origine immigrée, souhaitent que leurs enfants fassent des études supérieures. Et aussi parce qu'ils sont très conscients que dans le système français, la carrière professionnelle est très fortement déterminée par le diplôme initial et qu'on ne rattrape pas après dans le monde du travail le fait d'entrer avec un diplôme de niveau très bas. Donc il y a des ambitions très très élevées et en même temps un système qui s'avère incapable de satisfaire ces aspirations. Et donc les élèves se rendent compte progressivement que certes ils accèdent au lycée, mais ce n'est pas nécessairement le même lycée selon qu'ils sont en centre-ville ou en banlieue, selon qu'ils sont dans les filières générales ou dans les filières
filières professionnelles, et il en est de même ensuite dans l'enseignement supérieur, qui en France est particulièrement fragmenté. Donc ça engendre un très fort sentiment de frustration, qui est très dangereux politiquement, c'est-à-dire le fait de faire gonfler les aspirations et ne pas donner une réponse ensuite qui soit satisfaisante par rapport à ces aspirations. En France, à peu près la moitié de la ségrégation des établissements scolaires vient de l'évitement vers le privé. C'est-à-dire que, pour se représenter les choses simplement, si demain, tous les élèves du privé reviennent dans leurs établissements publics de secteur, la ségrégation elle est divisée par 2. Donc, face à ce constat, effectivement, il y a nécessairement une réflexion à avoir sur de quel levier on dispose pour faire que le privé, l'enseignement privé, participe à cette démarche de mixité. C'est d'autant plus légitime qu'aujourd'hui, le privé est financé à hauteur de 73% par l'État et les collectivités locales. Pour trouver finalement des leviers d'action, de réduction réelle des inégalités éducatives, il faut une transformation complète de notre système, c'est-à-dire à tous les niveaux. Il y a évidemment un niveau qui est la carte scolaire, la modification de la mixité sociale au sein des établissements, mais il y a aussi quelque chose finalement qu'on évalue peu et qu'on interroge peu, c'est notre programme. Si on veut réellement participer à la réduction des inégalités, il va falloir effectivement qu'on laisse de la place dans les programmes pour justement travailler autour de ces implicites et de ces non-dits de l'apprentissage. Il y a effectivement un enjeu de pédagogie des chercheurs vis-à-vis du politique, mais il y a aussi effectivement la prise en compte que nous sommes dans un système qui est difficile à réformer parce que nous sommes dans un système jacobin dans lequel, quand vous voulez entraîner des transformations, vous êtes obligé de les entraîner sur finalement l'ensemble du territoire national. Et donc ça crée des tensions particulières. C'est pour ça aussi que finalement cette notion qu'on pourrait importer des solutions de l'étranger et les mettre en place directement dans notre système éducatif, c'est très probablement pas le cas. D'ailleurs, c'est ce que vous disent la plupart des chercheurs de ce point de vue-là. Il va falloir trouver une solution française. Mais bon, on verra ce qu'elle donne. Mais c'est aussi ça le véritable enjeu. Et ça sera de toute façon à la croisée des différentes disciplines et des différents apports des différentes disciplines. Il n'y a pas une discipline, une baguette magique qui réglerait tous les problèmes de notre système éducatif et de réduction des inégalités. Donc c'est ça qu'on peut apporter en tant que chercheur. C'est aussi de pouvoir apporter cette vision pluridisciplinaire des problématiques d'inégalité éducative. Et je pense qu'en ça, le CNRS est en première ligne, puisqu'il a des chercheurs, des chercheurs et des chercheuses dans toutes les disciplines qui peuvent justement produire ce type de savoir. Après, tout l'enjeu, c'est de communiquer auprès du politique. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on doit apprendre à faire en tant que chercheur. Comment on peut finalement produire des recommandations qui sont finalement déclinables en politique publique. Et ça, c'est aussi quelque chose sur lequel nous devons travailler en tant que chercheurs.